Vous écoutez RFI, bonne journée à tous. Il est 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. L'Union africaine va-t-elle envoyer des juristes à Libreville au Gabon ? C'est envisagé. L'UA le souhaite pour qu'ils puissent assister la Cour constitutionnelle gabonaise qui a encore une semaine pour se prononcer sur le recours déposé par l'opposant Jean Ping après la présidentielle du 27 août. De nouveaux débats aujourd'hui en République démocratique du Congo dans le cadre du dialogue national. 2 des commissions ont terminé leurs travaux. En revanche, la date des élections n'a toujours pas été fixée. La RDC ou des heurts ont éclaté hier à Lubumbashi entre des jeunes de l'UDPS et les forces de l'ordre. Dans ce journal, nous parlerons aussi du Zimbabwe. L'opposition et la société civile veulent braver l'interdiction de manifester décrétée par la police dans la capitale pour se mobiliser une fois de plus contre le régime de Robert Mugabe. Et puis enfin, la musique du balafoniste Ali Keita. Pour finir, l'Ivoirien en concert à Paris ce samedi. Les regards sont tournés vers les juges de la Cour constitutionnelle au Gabon dans quelques jours. Vendredi prochain ou plus tard, ils devront se prononcer sur le recours déposé par le camp de l'opposant Jean Ping suite à la présidentielle du 27 août. L'opposant est arrivé en 2e position derrière le président sortant Ali Bongo, mais seul un peu plus de 5000 voix les séparent. Jean Ping demande donc un recomptage des voix dans la province du Haut-Ogooué, fief de la famille Bongo. Pour que ce recours soit examiné en toute transparence, l'Union africaine, qui n'a finalement pas envoyé de délégation de haut niveau, comme cela avait été envisagé, évoque cette fois la possibilité de dépêcher à Libreville des juristes pour assister la Cour constitutionnelle dans sa tâche, Karim Lebourg. Jamais l'Union africaine n'a envoyé une mission d'experts juridiques pour se pencher sur une élection contestée. Ces juristes, dont l'Union africaine nous dit qu'ils seront au moins 5 et choisis parmi les anciens présidents de Cour suprême ou des professeurs de droit administratif, seront officiellement à disposition de la Cour constitutionnelle gabonaise pour conseiller les juges. Dans les faits, ils seront là pour garantir que le recours déposé par Jean Ping sera jugé de manière transparente et crédible. La Cour constitutionnelle gabonaise a accepté le principe de cette mission juridique et les négociations sont en cours. La question se pose de l'accès qui sera accordé à ces observateurs africains et s'ils pourront assister aux délibérations à huis clos. Cette mission doit en tout cas permettre à l'Union africaine de rester engagée sur la crise au Gabon après l'abandon d'un projet d'une délégation de chefs d'État menée par Idriss Déby à Libreville. Karim Lebourg, Addis Abeba, RFI. Elle lui aussi demande un recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote. Il veut aussi que les membres de la Cour constitutionnelle gabonaise soient placés sous la protection d'une force internationale pour éviter toute tentative d'intimidation. L'ancien ministre gabonais de la Justice, Séraphin Mundungu, est maintenant en France. Il a quitté le Gabon après avoir démissionné suite à la présidentielle. Il dit avoir subi des pressions avant même la publication des résultats parce qu'il plaidait, dit-il, pour un recomptage des voix. Séraphin Mundungu affirme qu'il avait des craintes pour sa sécurité. Il raconte d'ailleurs que dans la nuit qui a suivi sa démission, il y a 10 jours, des hommes cagoulés se sont rendus chez lui pour tenter de l'assassiner. C'est, dit-il, son gardien qui lui a raconté la scène. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat à mon domicile. Des personnes habillées en civil et cagoulées au nombre de 5 ont menotté mon gardien. Ils ont cassé le système de vidéosurveillance en emportant l'enregistreur de vidéosurveillance, en allant casser exclusivement ma chambre sans toucher toutes les autres chambres. Ils sont rentrés dans la chambre, ils n'ont pas touché aux documents, ils n'ont rien volé, ils n'ont rien emporté. En dehors, bien sûr, du petit véhicule de mon ancien aide de camp. Vous n'étiez pas à votre domicile? Je n'étais pas à mon domicile. J'étais revenu dans cette journée pour essayer de récupérer quelques affaires. Et bien sûr, comme j'ai à nouveau utilisé les téléphones, ils ont cru que j'étais dans ce domicile. Qu'est-ce qui vous permet de penser qu'il s'agit d'une tentative d'assassinat? Pourquoi les gens rentreraient dans une chambre armés jusqu'aux dents, casser la chambre d'une personnalité, rentrer, ne rien voler, sortir simplement parce qu'on n'a pas trouvé le monsieur. Si on m'avait trouvé, qu'est-ce qui serait passé? Ou on m'aurait enlevé, ou on m'aurait assassiné. Et quand on est cagoulé, c'est pour qu'on commette un acte et que la personne ne soit pas capable de vous reconnaître. C'était des professionnels qui ont agi. À qui soupçonnez-vous? Ça ne peut être que ceux qui pensent que ma démission leur poserait quelques soucis.
L'ancien ministre gabonais de la Justice, Séraphin Mundungu, qui a démissionné il y a une dizaine de jours. Il était joint par Florence Maurice. RFI à Lubumbashi, 98 FM. Le dialogue politique n'est pas encore terminé en République démocratique du Congo. Le travail des commissions a pris du retard. Celles sur la sécurité et celles sur la confiance ont terminé leurs travaux. Mais la question de la date des élections présidentielles, mais aussi législatives et locales, n'est toujours pas tranchée. En tout cas, ce qui semble désormais certain, c'est que les élections ne pourront pas se dérouler dans les délais fixés par la Constitution. Le mandat du président Joseph Kabila se termine avant la fin de cette année. Avec son mouvement Chemin de la paix, le célèbre docteur Denis Mukwege avait proposé, lui, un calendrier électoral et pour lui, il est tout simplement inadmissible de dépasser les délais constitutionnels. Je crois que ça ne se ferait nulle part ailleurs où un dialogue ou un accord politique peut remplacer la Constitution. Normalement, le président de la République doit convoquer les élections le 20 septembre et ils avaient eu 5 ans pour le préparer. On n'a pas eu un accident qui peut expliquer qu'on ne puisse pas avoir les élections prévues par la Constitution. Je crois que c'est triste. Aujourd'hui, la communauté internationale devrait beaucoup plus soutenir la population, les jeunes qui réclament que leur Constitution soit respectée, que soutenir le camp qui veut tout simplement violer la Constitution et les lois du pays. Des propos recueillis par Léa Lisa Vesterov. Et à noter que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme signale l'arrestation d'au moins 16 personnes entre hier et avant-hier, toutes opposées au maintien au pouvoir du président Kabila après la fin de son mandat. Pour dire non justement à cette possibilité que le président reste à son poste au-delà du mois de décembre, le rassemblement de l'opposition appelle à une mobilisation ce lundi après-demain. Hier à Lubumbashi, des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et des jeunes de l'UDPS qui apparemment appelait les habitants à se mobiliser le 19. Les autorités locales évoquent des pillages. L'UDPS accuse de son côté la police d'avoir provoqué les incidents. Kamanda Wakamanda Muzembi. Selon des témoins, des jeunes de l'opposition étaient en train de sensibiliser la population pour la journée du lundi 19 septembre. Cette date a été retenue par le rassemblement des forces acquises au changement pour le début des actions en vue d'obtenir le départ du président Kabila. La police a voulu les en empêcher, c'est alors que les heurts ont opposé les deux parties, donc jeunes et policiers, et l'armée est venue à la rescousse de la police, les balles ont crépité. Pour le maire de Lubumbashi, Oscar Sangunza Mutondo, joint au téléphone par RFI, les jeunes de l'UDPS ont barricadé les routes avant de se livrer au pillage des magasins. Mais cette version est contredite par le secrétaire général de l'UDPS. Les jeunes de mon parti n'ont pillé aucun commerce, ce sont les manœuvres du pouvoir, assure Jean-Marc Kabound, qui a ajouté que c'est la police qui a provoqué ces incidents. Elle a investi une parcelle dans laquelle étaient réunis des jeunes militants de l'UDPS. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Ils sont désormais plus d'1 million de Sud-Soudanais à avoir fui leur pays à cause de la guerre. Selon le HCR, un seuil symbolique franchi après les combats qui ont éclaté dans la capitale Djouba au mois de juillet. Des personnes qui fuient les combats et les nombreuses exactions dont les civils sont les cibles. Selon un rapport de la fondation américaine The Sentry, les deux camps qui s'opposent au Soudan du Sud ont profité de cette guerre pour s'enrichir. Et c'est pour avoir fait sa une sur ce rapport que le principal journal anglophone du pays, le Nation Mirror, a été fermé par les autorités cette semaine. Un événement qui reflète les nombreuses atteintes au travail des journalistes, selon l'un d'entre eux qui a travaillé pour un quotidien national. Il témoigne ce matin de façon anonyme par mesure de sécurité. I was totally disappointed with the situation. J'ai été totalement dépité par ce qui s'est passé. Le régime est en train d'enfermer les médias dans un mur de silence. C'est très choquant que ça se soit terminé comme ça. Le journalisme devient une prison de silence au Soudan du Sud. C'est avec ce genre de régime qu'on essaie de composer. À présent, nous ne sommes plus des journalistes. Nous devons écrire ce que le gouvernement nous dit d'écrire. Si tu parles, tu es susceptible de te faire tuer ou emprisonner. Moi-même, après 28 années sur le terrain, j'ai fini par arrêter le journalisme l'année dernière. J'ai arrêté parce que j'étais menacé. On m'a dit que si je ne me taisais pas, je ne survivrais pas.
Des propos recueillis par David Bachet. Les opposants seront dans la rue ce samedi encore à Harare, au Zimbabwe, pour manifester contre le régime de Robert Mugabe, même si la police a interdit toute manifestation dans la capitale pendant un mois. L'opposition maintient son appel et va saisir la justice pour demander l'annulation de cette décision policière. La société civile accuse aussi le gouvernement de violence envers ses membres, de tentatives d'intimidation. Promis Mkwana est le porte-parole de Tajamuka, un des mouvements qui organise les manifestations. Selon lui, un des leaders de la société civile, Silvanos Mudzova, a été enlevé chez lui en début de semaine par des hommes non identifiés. Il a été frappé, il a dû être hospitalisé. Ils l'ont battu et lui ont posé beaucoup de questions avant de le laisser pour mort sur le bord de la route. Ce sont de jeunes délinquants de la ZANU-PF qui essayent d'intimider les militants. C'est tout simplement de l'intimidation. C'est ce que fait la ZANU-PF pour intimider les jeunes. C'est clair que ce sont les mêmes qui sont derrière l'enlèvement d'Itai Dzamara il y a plus d'un an. Mais nous allons continuer notre lutte sans relâche. Nous ne sommes pas dissuadés par ce genre de tactique du gouvernement ou d'autres. Nous continuons parce que notre lutte est légale et pacifique. Alors que l'interdiction de la police est illégale. Elle va à l'encontre de la Constitution et même de la décision de la Haute Cour. Le porte-parole du mouvement Tajamuka qui organise les manifestations au Zimbabwe, il était joint par Alexandra Branjon. Maurice surveille de près ses animaux. L'île est confrontée à la fièvre afteuse depuis le mois dernier et une alerte à la salmonelle est aussi en vigueur. Au total, près de 5000 bêtes ont dû être abattues jusqu'à présent, Abdoulaye Ali. L'épizootie qui sévit depuis 2 mois est apparue d'abord à Rodrigue, petite île de 40 000 habitants. Plus de 3000 bêtes, des bœufs et des cabris essentiellement ont été abattus, ce qui a bouleversé la vie économique de l'île où de nombreuses familles font de l'élevage. Pendant que Rodrigue luttait contre l'épizootie, Maurice mettait en place des mesures de précaution et commandait des vaccins du Botswana. Mais la maladie a progressé plus silencieusement que les vétérinaires le prévoyaient, avec pour conséquence une livraison réduite pour la fête du sacrifice musulman lundi. Les principales fermes de l'île ont été infectées, dont l'une à 70%. C'est la première fois que la fièvre afteuse se manifeste dans cette partie de l'océan Indien. Cette maladie, caractérisée par l'apparition d'aftes et de la fièvre, touche principalement les bovins, les chèvres, les moutons, les porcs et très exceptionnellement l'homme. Maurice a été affecté par la souche O de la maladie, souche originaire du Moyen-Orient et d'Asie du Sud. Le pays fait aussi face en ce moment à une alerte à la salmonelle. 35 000 poussins ont été abattus. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI. Et quelques notes de balafon à présent avec la plus grande star du xylophone africain, l'ivoirien d'origine malienne Ali Keïta est à Paris. Il donne un concert aujourd'hui au Théâtre des Abbesses, concert solo pour celui qui accompagne souvent les musiciens de jazz. Son portrait est signé Olivier Roger. Ali Keïta porte un nom princier et exerce pourtant la profession de griot, une particularité héritée de ses ancêtres qui ont abandonné le statut de noble pour devenir troubadour au fil des migrations en Afrique de l'Ouest. Dans cette famille où l'on ose briser les codes, Ali Keïta a sorti le balafon de l'univers mandingue pour le propulser dans le chaudron du jazz fusion. Et pour ce faire, ce musicien qui fabrique aussi ses instruments a dû réinventer le balafon. J'ai voulu jouer le balafon comme un piano. Le balafon standard, il y a 21 lamelles. Quand tu veux jouer en solo, c'est toujours les notes un peu très aiguës. Et moi, j'ai ajouté encore une octave plus grave pour pouvoir jouer comme le piano, comme j'ai vu Keith Jarrett en concert, d'autres musiciens. Et même en Afrique, quand on voit mon balafon, on dit, mais depuis quand le balafon a 30 lamelles ? Ali Keïta ne se contente pas d'accompagner les autres, il compose, écrit sa musique, toujours en quête de nouvelles influences. Après avoir frotté son balafon au piano, aux percussions brésiliennes et aux guitares, il travaille actuellement avec un joueur Daewoo, le violon chinois, en quête de nouvelles frontières pour le xylophone africain. Il est maintenant 6h44 ici à Paris sur ces notes du balafoniste Ali Keïta. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange.
Dans 5 minutes, toute l'actualité sportive avec Hugo Moissonnier. Le foot, le coup d'envoi des demi-finales de la Ligue des Champions hier. Nous irons ensuite au musée pour assister à un moment fondateur, à un tournant de l'histoire de l'art au début du XXe siècle. La rencontre entre le russe Kandinsky et l'allemand Marc, à la faveur de laquelle naît le livre Le Cavalier Bleu. Mais avant cela, on retrouve tout de suite l'invité de la rédaction. Notre invité ce matin est malien. Il est le secrétaire général du MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad, l'un des mouvements qui composent la CMA, pour parler des affrontements qui ont opposé la CMA à la plateforme à Kidal, pour parler de l'accord de paix qui a été signé, des menaces qui pèsent à présent sur lui. Bilal Ag-Sherif répond aux questions d'Anthony Fouchard qui a pu se rendre à Kidal dans le nord malien pour cette interview. Bilal Ag-Sherif, bonjour. Vous êtes actuellement le président de la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA. Une délégation de la CMA était justement à Bamako avant la fête de Tabaski pour discuter avec la plateforme. Aucun accord n'a été trouvé en 2 semaines. Pourquoi les pourparlers n'avancent-ils pas ? Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, il ne devrait pas y avoir ce genre de rencontre. L'accord a été signé entre 3 parties. Toutes ces parties doivent respecter leur engagement. On ne peut pas faire de chaque petit détail l'essentiel du débat. Si on fait ça, on fait fausse route. Alors vous parlez de petits détails, mais la gestion sécuritaire de la ville de Kidal fait pourtant pleinement partie de l'accord de paix. À la signature de l'accord, les différents signataires avaient chacun un espace géographique confirmé. La plateforme n'était pas à Kidal. En 2015, la CMA et la plateforme s'étaient rencontrées à Néfis. On avait décidé d'organiser un forum pour discuter des modalités du partage sécuritaire de la ville. Mais à la dernière minute, la plateforme a refusé d'y prendre part. C'est là que nous avons compris que la plateforme a une position qui n'est pas claire. Actuellement, le problème concerne tout l'Azawad. C'est tout le processus qui est concerné par ce qui se passe. Si on ne trouve pas une solution, il va arriver un moment où on n'aura plus d'accord. Pourquoi s'être déplacé à Bamako si derrière il n'y a pas une réelle volonté de trouver une solution ? On s'est rendu à Bamako parce qu'on a été invité, mais la solution doit être trouvée dans le cadre de l'accord. On a été la dernière partie à signer parce qu'on voulait être sûr de l'honorer. On constate que les 2 autres parties, le gouvernement et la plateforme, veulent tourner le dos à cet accord. Nous, on s'y accroche. Si on continue à ce rythme-là, il risque de ne plus y avoir d'accord du tout auquel se référer. Beaucoup d'observateurs estiment que le conflit à Kidal est communautaire et non pas politique, une rivalité en fait entre Imrad et Iforas. Vous avez parlé des accords d'Anéfis qui ont permis à l'époque de faire avancer le processus de paix. Pourquoi ne pas envisager un Anéfis numéro 2 pour discuter de ces problèmes ? Les résultats d'Anéfis 1 ne nous encouragent pas à un Anéfis 2. La solution aujourd'hui est que le gouvernement malien prenne ses responsabilités, que chacun respecte ses engagements. Il faut qu'on cesse de se réfugier sur des petits détails pour occulter l'essentiel. Il faut situer le conflit dans son vrai cadre et le régler par des leviers communautaires. On n'a pas à inscrire ça dans le cadre de l'accord de paix. Est-ce que selon vous, la CMA a été affaiblie par la dissidence de Moussa Agha Charatouman qui a créé récemment le MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawad ? L'intention dans ces démarches pernicieuses, souterraines, c'est d'affaiblir les mouvements, mais ça ne marchera pas. La CMA a été constituée de manière régulière, avec une structure, une charte. La CMA est intacte, forte et solide. On ne sera pas affaibli parce que quelques individus la quittent. Les fondateurs du MSA estiment que le HCUA prend de plus en plus d'importance au sein de la CMA, que les décisions sont unilatérales. Qu'en pensez-vous ? La CMA est une coordination de 3 mouvements, MAA, MNLA et HCUA. Moussa Gachatouran fait partie de ceux qui ont rédigé la charte. Dans cette charte, il y a une présidence tournante et le fait que chaque parti garde sa personnalité. C'est facile de se réfugier derrière des arguments qui n'existent pas pour justifier sa dissidence quand on a des ambitions inavouées. Par ambition inavouée, est-ce que vous sous-entendez que ce mouvement a été créé pour tenter de briguer un poste au sein des futures autorités intérimaires ? L'installation des autorités intérimaires se fait par consensus. Je ne me prononcerai pas sur les ambitions des gens, mais je vous assure qu'il n'y a personne qui puisse réserver une place quelconque.
Est-ce que le mouvement pour le salut de l'Azawad pourrait intégrer à court ou à moyen terme la CMA ou même intégrer l'accord de paix ? On ne s'est pas encore réunis pour en parler, mais il faut rappeler que la CMA s'est constituée lentement et a signé l'accord d'Alger. Alors qu'on ne sait même pas dans quelles circonstances précises ce mouvement, le MSA, s'est créé. On a l'expérience de la création de mouvements trop rapides. Cela finit mal. Si le MSA veut rejoindre la CMA, il faudra étudier la demande, mais ce sera long. Pour conclure, cela va bientôt faire 3 ans que Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les 2 journalistes de RFI, ont été assassinés à Kidal. L'enquête n'avance pas. Est-ce que, selon vous, quelqu'un protège d'une manière ou d'une autre les responsables ? Les étrangers sont sacrés dans notre culture, à plus forte raison les journalistes. Ils sont venus pour expliquer ce qui se passe dans l'Azawad. Il est impensable que l'on couvre ou que l'on cache l'identité des responsables. Les gens sur qui il y a des soupçons sont recherchés. Nous ne cacherons pas les assassins. Merci Bilal Akcherif. Il répondait à Anthony Fouchard. RFI, l'actualité internationale, Magali Lagrange. En Syrie, la trêve décrétée il y a 4 jours est déjà bafouée. Des bombardements et des combats ont repris hier dans la périphérie de la capitale Damas. L'aide humanitaire promise n'a toujours pas pu être livrée et l'accord signé entre Américains et Russes semble déjà compromis. La France et l'Allemagne vont travailler ensemble de manière intensive pour faire le succès de l'Europe. Déclaration hier du président français François Hollande et de la chancelière allemande Angela Merkel à l'issue du sommet informel des 27 chefs d'État et de gouvernement européens. Il se tenait à Bratislava, en Slovaquie. En Colombie, la guérilla des FARC, qui a vécu pendant des décennies dans la clandestinité, tient aujourd'hui une grande conférence au grand jour, une façon de valider les accords de paix signés fin août avec les autorités colombiennes. Les sports en football, le carton du Paris Saint-Germain en match avancé de la 5e journée du championnat de France de Ligue 1. 6-0 à Caen avec 4 buts de l'Uruguayen Edinson Cavani. On reparle sport dans quelques secondes d'ailleurs. Autre titre ce matin dans l'actualité, la mort d'un grand dramaturge. L'auteur américain Edward Albee s'est éteint à l'âge de 88 ans. Il est l'auteur notamment de la pièce Qui a peur de Virginia Woolf. Les sports, comme promis, on y revient avec Hugo Moissonnier. Bonjour Hugo. Bonjour Magali, bonjour à tous. Le football à la une, le tout-puissant Mazembe en piste pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Coup d'envoi du premier match aller ce soir. Le club congolais, champion d'Afrique en titre, se déplace à Sousse sur la pelouse de l'Étoile du Sahel, vainqueur de la Coupe de la Confédération l'an passé. Coup d'envoi tardif à 21h, temps universel. Au sein des Corbeaux, l'attente pourrait être longue, d'autant que certains sont impatients d'y être, à l'image du défenseur Issama Mpeko. Pour moi, c'est un rêve parce que depuis que j'ai commencé ma carrière, c'est la première fois que j'ai atteint ce niveau de la compétition jusqu'à demi-finale. Je suis très prêt pour affronter ces matchs, aller ici. C'est un grand match pour moi, je suis sérieux, je travaille dur. C'est ça vraiment ma détermination pour ces matchs. Mon souhait, c'est que je donne encore une passe décisive pour mon équipe. Pourquoi pas que je marque un but à ces matchs, c'est mon souhait. Issama Mpeko qui répondait aux questions de Pascal Mwangala. La deuxième demi-finale aller opposera demain les Algériens du Mouloudia Béjaïa aux Marocains du FUS de Rabat. Le coup d'envoi des demi-finales de la Ligue des Champions a été donné hier. Très belle opération pour les Égyptiens du Zamalek. Ah oui, les Chevaliers Blancs cartonnent face à d'autres Marocains, ceux du Wydad Casablanca. Succès 4-0 hier soir. Les buteurs Chikabala dès la 4e minute, suivi d'Eyman Efni à la 15e, de Bassem Morsi à la 49e. Enfin, Mustapha Fati sur penalty clôt la rencontre à la 78e. Le Zamalek, 5 fois champion d'Afrique dans son histoire, prend une très sérieuse option sur la finale. L'autre grand club du Caire n'a plus soulevé le prestigieux trophée continental, la Ligue des Champions, depuis 2002. Ces dernières années, il a surtout été dans l'ombre de son voisin, le National du Caire, 8 fois vainqueur de l'épreuve. Les dernières fois, c'était en 2012 et 2013. Le National qui, cette année, a été éliminé, je vous le rappelle, au tour précédent.
précédent. Le coup d'envoi de la deuxième demi-finale de cette Ligue des Champions 2016 sera donné cet après-midi. Et les Zambiens de Zesco United, tombeurs justement du national du quart au tour précédent, reçoivent les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Coup d'envoi à 13h30, temps universel à Ndola. En Zambie, les matchs retour de ces demi-finales de Ligue des Champions et de Coupe de la Confédération auront lieu la semaine prochaine. En attendant, retour sur ces rencontres aller ce soir et demain, bien sûr, dans Mondial Sport avec Antoine Grenier et Philippe Sgraff. Et l'autre rendez-vous important du week-end, Hugo, c'est le coup d'envoi du dernier tour des éliminatoires de la prochaine CAN des moins de 17 ans. 14 équipes sont encore en lice, 7 valideront leur billet pour Madagascar à l'issue des matchs retour qui auront lieu à la fin du mois. En attendant, place au match aller avec 3 rencontres au programme ce samedi. À 14h30 temps universel, l'Angola accueillera les Comores. Une demi-heure plus tard, le Gabon se déplacera au Niger. Les cadets du MENA national qui restent sur un exploit puisqu'ils ont éliminé le Nigeria au tour précédent. Le Nigeria champion du monde en titre. Le Gabon, de son côté, a disposé de l'Algérie. On écoute l'entraîneur du Niger, Soumaïla Tiemago, dit empereur. Il se méfie du Gabon, un adversaire qu'il connaît peu. On va mettre le paquet pour gagner le match. Ensuite, creuser l'écart pour nous qualifier. Non, on ne les a pas vus. Je sais que ce qui est sûr, c'est qu'ils ont gagné leur match. Du deuxième tour, nous avons gagné notre match. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas les premiers venus. On dit que les Panteros savent parfaitement voyager, les Gabonais. Moi, je sais qu'ils ont fait un score 0-0 là-bas en Algérie. 1-0 sur penalty, ils ont marqué. Je dirais que c'est une équipe qui défend pas mal. Qui savent voyager, ils n'ont rien marqué à l'extérieur. Quelle que soit la manière, donc nous défendons comme nous attaquons, donc ça dépend de comment l'adversaire, ça dépend de la force de l'adversaire. Des propos recueillis par Ousmane Keita. Le 3e match du jour dans ces éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans opposera le Sénégal à la Guinée. Coup d'envoi 17h, temps universel. Merci Hugo Moissonnier. Toute l'actualité sportive, n'oubliez pas que c'est aussi sur rfi.fr. Carrefour de l'Europe. Vincent Soriot. La fiscalité en Europe, l'impôt sur les sociétés, ce sont des domaines dans lesquels la Commission européenne vient de frapper très fort. 13 milliards d'euros de sanctions contre Apple et l'Irlande. L'Europe se dirige-t-elle vers une harmonisation fiscale ? C'est notre débat dans Carrefour cette semaine. Carrefour de l'Europe. Vincent Soriot. Dimanche, à partir de 16h10 TU. RFI. C'est une rencontre qui a bouleversé l'histoire de l'art, celle du peintre russe Kandinsky et de l'allemand Franz Marc à l'aube de la Première Guerre mondiale. De cette rencontre naît un livre, Le Cavalier bleu. C'est à lui que s'intéresse une exposition à la Fondation Beyeler en Suisse. Visite guidée Carmen Lunzmann. Des paysages de lacs et de montagnes baignés dans la lumière, des animaux aux teintes irréelles et des compositions abstraites radieuses. Ces tableaux semblent former une véritable symphonie de couleurs et de formes. Ulf Küster, commissaire de l'exposition Kandinsky, Marc et le Cavalier bleu, et Yves Guignard, conférencier à la Fondation Beyeler. Le Cavalier bleu n'est pas un mouvement ou un groupe, mais c'est le titre d'un livre édité par Franz Marc et Wassily Kandinsky qui propose une idée de l'art sans hiérarchie, sans frontières, absolument internationale, reliée par la nécessité intérieure. Kandinsky raconte l'anecdote de la manière suivante. Marc, comme moi, aimait le bleu. Lui, il aimait les chevaux. Moi, j'aimais les cavaliers. Les deux artistes se sont rencontrés en 1911 à Munich, dans le sud de l'Allemagne. Ils n'ont qu'une envie, s'affranchir de l'académisme. Ils ont vraiment libéré la couleur du devoir d'être figuratif et le dessin de faire un contour. Ce sont les débuts de l'abstraction, d'une transformation radicale des arts. La grande révolution du Cavalier bleu, ça a été de réunir dans une même publication des images qui pouvaient provenir d'absolument toutes les sources, les origines, des dessins d'enfants à côté de sculptures chinoises, à côté de marionnettes égyptiennes, à côté de tableaux de Picasso extrêmement modernes, mais aussi des sculptures océaniennes. Cet almanach, paru en 1912 en 1500 exemplaires, est au cœur de l'exposition. Car même si la Première
Première Guerre mondiale a mis fin à l'aventure, le livre reprend vie à la Fondation Baylor à travers des objets réels. Une sculpture de Bali, un masque du Gabon, un autoportrait du compositeur autrichien Arnold Schönberg, particulièrement admiré par Kandinsky. Il se considérait vraiment un peu comme l'égal de Schönberg. Schönberg avait fait sa révolution en introduisant la musique atonale et Kandinsky dit voilà, moi je vais introduire de la dissonance dans l'art et ça va donner l'art abstrait. Et c'est par une œuvre abstraite de 2 mètres sur 3, composition 7, un image à la musique et le plus grand tableau jamais peint par Kandinsky, que se termine le parcours de l'exposition. Un parcours marqué par le bestiaire fantastique de Franz Marc, le renard bleu-noir, un magnifique cheval dans un paysage avec sa crinière bleue sur fond jaune et vert, une imposante vache jaune et bien sûr les grands chevaux bleus. Et c'est jusqu'au 22 janvier prochain. Un nouveau journal à suivre tout de suite.